Bonjour, soyez les bienvenus dans Xenius. Bienvenue à vous dans cette émission, aujourd'hui à Berlin. Eh oui, nous sommes en pleine ville et pourtant nous sommes entourés de ruches. Le jardin des chercheurs de l'Université libre de Berlin héberge en effet 30 colonies d'abeilles. Elles produisent du miel, de la gelée royale, mais aussi du venin. C'est ce que nous allons étudier aujourd'hui à la loupe. Et plus précisément à travers la loupe de la médecine. Aujourd'hui, gros plan sur la thérapie par les abeilles, aussi appelée apithérapie. Cette pratique existe depuis des millénaires. Quand j'étais petit, ma mère me donnait toujours du miel quand j'étais malade. Alors, question du jour, les produits de la ruche aident-ils vraiment à lutter contre les maladies ? Et on commence avec l'histoire incroyable d'un homme qui a soigné de graves gelures aux pieds, rien qu'avec du miel. Si Antoine Bonfils peut aujourd'hui marcher normalement, c'est peut-être grâce aux vertus du miel. Bonjour Alex. Ça va bien ? Ouais, bah alors qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? En 2008, ce passionné d'alpinisme entreprend une expédition dans l'Himalaya. Un voyage qui va changer sa vie. J'étais parti faire l'Everest pour les besoins d'une émission télé. Et en arrivant au col sud, on a pris une avalanche. J'ai mis 4 jours pour redescendre, sans eau, sans nourriture, sans duvet, sans rien du tout, pour rejoindre le camp de base de l'Everest, à 5400 mètres d'altitude. Et quand je suis arrivé au camp de base de l'Everest, mes pieds avaient gelé entre-temps. Les chirurgiens n'avaient pas d'autre choix que de m'amputer ses orteils, qui étaient en train de nécroser, et puis qui risquaient de se transformer en septicémie si on n'intervenait pas rapidement. Et j'avais demandé à mon chirurgien d'amputer à ras des nécroses. Donc je lui avais demandé de me conserver le maximum d'appui. Quand je lui ai demandé combien de centimètres on va m'enlever, elle était incapable de me répondre. C'était peut-être 2 centimètres, peut-être 3, peut-être 4, elle ne savait pas elle-même. Et pour moi, il n'était pas question de me faire amputer plus que ce qui était nécessaire. Pour éviter que les plaies ne se réinfectent, Antoine Bonfils a une idée plutôt inhabituelle. Donc j'ai reçu un pot d'1 kilo et le protocole c'est très simple. Il suffisait de prendre du miel avec une cuillère et de tartiner la compresse, le tulle ou la gélonnette, enfin peu importe, comme une biscotte et d'appliquer le tout sur la plaie directement, sans rien faire d'autre. Et puis ensuite de remettre du bandage, d'enrubanner tout ça. Et on a ouvert, on a regardé 2 jours après. C'était incroyable. C'est incroyable. J'avais jamais vu ça de ma vie, j'en revenais pas. Ça ne collait plus. Le miel ne collait absolument pas à la plaie, il avait complètement disparu. La plaie avait bu tout le miel, il ne restait rien du tout. On avait à peine fini d'enlever la première bande que tout le capuchon est venu en même temps, sans coller, sans rien du tout, sans aucune douleur. Du jour au lendemain, on a arrêté la morphine. Comment ça se passe ? Eh bien, vous avez d'abord, par l'intermédiaire de la quantité importante de sucre, une réabsorption, je dirais, de l'exsudat inflammatoire. C'est-à-dire cet exsudat inflammatoire qui entretient la plaie, qui peut l'infecter, eh bien, va être absorbé par l'intermédiaire de la grosse quantité de sucre qui est présente. Et en même temps, le miel apporte un effet anti-infectieux et anti-inflammatoire. Antoine poursuit son traitement par le miel pendant plusieurs semaines. Au bout de 2 mois, ses plaies sont totalement refermées. D'ailleurs, je vais vous montrer. Donc voilà le pied une fois cicatrisé. Si on n'avait pas fait cette cicatrisation dirigée par le miel, la chirurgienne avait prévu de m'amputer 2-3 cm de plus pour pouvoir venir refermer le moignon. Et on a bien fait de conserver ce moignon comme ça, parce que chaque centimètre que j'ai pu garder, notamment la tête des métatarses qui n'ont pas été coupés, me permet tous les jours de remarcher et même de recourir. Et en fait, ces petits appuis, ces quelques centimètres d'appui supplémentaires changent tout dans la vie. Aujourd'hui, Antoine peut même à nouveau s'adonner à sa passion.
Professeur Schricker, vous êtes biologiste et vous connaissez les abeilles mieux que personne. On pourrait dire que vous êtes l'homme qui murmure à l'oreille des abeilles. Est-ce que vous aussi vous iriez vous étaler du miel sur une plaie ouverte? Absolument, tant qu'il s'agit d'un miel très frais. Le miel joue un rôle déterminant dans la cicatrisation des plaies. Et il a également des vertus désinfectantes et anesthésiantes. Quelle substance exceptionnelle le miel contient-il? Il s'agit de flavonoïdes, de glucosides et d'alcaloïdes. C'est un groupe de substances végétales secondaires que les plantes utilisent notamment pour se défendre contre leurs prédateurs. On les retrouve dans le nectar, puis dans le miel, où elles sont ensuite complétées par les enzymes des abeilles. Tous les miels possèdent ces vertus fabuleuses ou faut-il faire une bonne sélection? Il faut rester très prudent. Il doit toujours s'agir de miel très frais, récolté depuis peu. Les miels plus anciens ont tendance à perdre de leur efficacité. Ça reste un aliment excellent, au fort pouvoir sucrant, mais pour ce qui est de ses vertus curatives, mieux vaut se montrer très prudent. On va rester collé au miel tout en regardant également de plus près les autres produits de la ruche. Eux aussi possèdent des vertus thérapeutiques. Il compte parmi les plus anciens aliments de l'homme. Dès l'âge de pierre, l'être humain a eu recours au miel, comme le prouvent des peintures rupestres vieilles de 9000 ans. Du miel a été découvert dans les tombeaux des pharaons, déposés là en guise d'offrande. Dans l'ancienne Égypte, le miel était considéré comme le mets des dieux et la source de l'immortalité. Aux alentours de 400 avant Jésus-Christ, Hippocrate enseigne que les onguents à base de miel font baisser la fièvre et que l'eau additionnée de miel améliore les performances des athlètes. Un produit de dopage antique en quelque sorte. Miel d'acacia, de châtaignier, de thym, tous contiennent plus de 200 composants actifs. Un remède en or. Le miel que je vais prendre, il va avoir deux actions, une action locale et une action générale, à partir du moment où je l'aurai fait descendre dans mon estomac. Mais c'est dans la partie, je dirais, locale qu'il est le plus important au départ. Ça veut dire que ce miel, j'ai intérêt à le garder dans la bouche un certain temps, je dirais 4 à 5 minutes, à le faire tourner, ce qui me permet, de le goûter, parce que j'ai des papilles qui me permettent de goûter, et en même temps, qui va jouer un rôle antiseptique local, anti-infectieux local. Je vais respirer avec tout mon état, je dirais, otorhinolaryngologique, et je vais plus facilement régler mon problème. L'action antibactérienne du miel est connue depuis longtemps. 2 sortes de protéines en sont responsables. L'une ralentit la croissance des bactéries, tandis que l'autre stimule le système immunitaire. Ce sont les abeilles qui produisent ces protéines, et c'est grâce à elles qu'elles se retrouvent ensuite dans le miel. Mais un autre produit de la ruche était particulièrement prisé des anciens Égyptiens, la propolis. Alors cette propolis, on s'est rendu compte qu'elle avait des effets antiseptiques, antibiotiques, anti-inflammatoires. Et quand on la sort de la ruche, eh bien, on va pouvoir l'extraire, la purifier. Et cette purification est telle qu'on peut en faire des petits extraits alcooliques, par exemple, qui vont permettre, parce que c'est assez épais, c'est assez gras. Ça contient des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments également. Et ça a un effet très intéressant sur le plan broncho-respiratoire. Exemple, un petit enfant a un peu d'asthme. Vous lui mettez 5 gouttes de propolis dans son petit déjeuner, vous le mélangez, ça va immédiatement régler le problème. La propolis est aujourd'hui employée dans de nombreux produits, en vente en magasin ou en pharmacie, du sirop pour la toux au spray nasal. Autre produit de choix fabriqué par la colonie, cette fois pour sa reine, la gelée royale. Ce mélange de sécrétions des ouvrières permet de nourrir toutes les larves dans un premier temps, puis seulement les larves choisies pour devenir reines. Si l'on soustrait la reine d'une colonie, les ouvrières réagissent par un stress intense. Elles se mettent à produire davantage de gelée royale. On soupçonne en effet que cette substance joue un rôle décisif pour faire d'une larve ordinaire une future reine. Tant que l'on soustrait à la ruche les jeunes reines à peine écloses, les abeilles continuent à fabriquer la gelée royale. Les rayons peuvent ainsi donner jusqu'à 500 grammes de gelée par an et par colonie.
Dans cette situation extrême, les abeilles ne produisent toutefois pas de miel. Elles consacrent toute leur énergie à la fabrication de la gelée royale. Royalactine est un facteur de croissance qui permet 1500 fois plus d'augmentation du volume de la larve de l'abeille reine par rapport aux autres, mais qui, chez nous les humains, a un effet positif pour notre santé. Parce qu'il y a là certainement, en plus des facteurs de croissance, des éléments vitaminiques que l'on connaît, B1, B2, B3, B6, B12, toutes les vitamines du groupe B, il y en a une douzaine, qui sont utiles pour notre système nerveux. Gelée royale, miel, propolis, autant de substances produites par les abeilles qui peuvent aussi être utiles aux humains. Ça sent super bon. Dans ce reportage, nous avons vu la propolis sous forme de produit fini. Voici à quoi ressemble la matière première. Où trouve-t-on la propolis à l'intérieur d'une ruche? Ici, par exemple, vous voyez la propolis dans la colonie. Si je sors ce rayon, c'est un peu difficile parce qu'il est très lourd. Et là, je ne sais pas si on voit bien de ce côté. Oui, regardez, là, il y a de la propolis. C'est collant? Oui, c'est un mélange de cire et de résine. On en trouve dans la ruche, en particulier à l'entrée du nid. Les abeilles utilisent cette résine antibactérienne et antiseptique en guise de paillasson stérile. Dans le reste de la colonie, elles s'en servent comme d'un mastic pour colmater les fissures aux endroits où elles ne peuvent rien entreposer et où elles ne peuvent pas construire de rayons ni de parois cellulaires. En plus de la propolis, on a également évoqué la gelée royale. Vous nous avez préparé quelque chose à l'intérieur de cette mini-ruche. Où trouve-t-on la gelée royale? Je vais vous montrer un rayon. Et sur ce rayon, vous pouvez voir une cellule blanche. Nous avons enlevé la reine de cette colonie et les abeilles se sentent maintenant orphelines. On les entend même pleurer. Elles cherchent à faire le plus possible de jeunes reines à partir des larves qui sont ici. Elles pleurent? Avec des larmes? Non, elles n'ont pas de larmes, mais elles geignent. Comment on s'en rend compte? Vous pouvez l'entendre. On peut prélever cette gelée royale, mais il y en a très peu. Gelée royale, ok. Ça a un goût de savon noir. Est-ce qu'on peut encore consommer de la gelée royale en ayant la conscience tranquille? On peut justifier la production de gelée royale par l'élevage des reines et les mais pas à des fins diététiques. Alors on ne va pas dire trop de bien de la gelée royale, sinon les abeilles vont finir par se venger et nous piquer. Et ça, non merci. Enfin, sauf si c'est dans un but médical, dans le cadre d'une thérapie par le venin d'abeille par exemple. Ancienne championne de lancer de disques, Maryse Pioche est aujourd'hui atteinte de sclérose en plaques. Tous ses espoirs reposent sur la thérapie par le venin d'abeille. J'étais professeur d'éducation physique, et, entraîneur d'athlétisme par ailleurs, et j'ai fait beaucoup de compétitions d'athlétisme également. Je faisais le lancer de disques. Je partais faire un footing non loin d'ici, de chez moi, dans les marécages du Clos, en famille. Et puis, j'ai eu un problème au niveau d'une jambe, de la jambe droite, qui s'est raidie anormalement et je n'arrivais plus à courir. J'avais l'impression que mes muscles ne m'obéissaient plus. Maryse consulte plusieurs spécialistes. Après une série d'IRM, le diagnostic tombe, elle souffre de sclérose en plaques. 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans, 21 ans, 22 ans, 23 ans, 24 ans, 25 ans, 26 ans, 27 ans, 28 ans, 29 ans, 30 ans, 31 ans, 32 ans, 33 ans, 34 ans, 35 ans, 36 ans, 37 ans, 38 ans, 39 ans, 40 ans, 41 ans, 42 ans, 43 ans, 44 ans, 45 ans, 46 ans, 47 ans, 48 ans, 49 ans, 50 ans, 51 ans, 52 ans, 53 ans, 54 ans, 55 ans, 56 ans, 57 ans, 58 ans, 59 ans, 60 ans, 61 ans, 62 ans, 63 ans, 64 ans, 65 ans, 66 ans, 67 ans, 68 ans, 69 ans, 70 ans, 71 ans, 72 ans, 73 ans, 74 ans, 75 ans, 76 ans,
vraiment le ciel me tombait sur la tête. J'étais vraiment dans un état... D'ailleurs, je ne l'ai pas cru. J'ai dit, vous êtes sûr? Est-ce que c'est opérable? Il me dit non, malheureusement, ce n'est pas opérable. La sclérose en plaques est une maladie auto-immune. Les fibres nerveuses du cerveau et de la moelle épinière sont attaquées par le système immunitaire du corps. Cette maladie est très douloureuse et elle peut également provoquer l'apparition de paralysie. Maryse refuse le traitement traditionnel à base de cortisone et d'anti-inflammatoires. À la place, elle décide de tenter l'apithérapie. Ce qui m'a décidé de me tourner vers l'apithérapie, c'est le fait que j'appartenais à une famille d'apiculteurs et certains rhumatisants du village avaient l'habitude de venir voir mon père pour les soulager de leurs problèmes douloureux, de rhumatisme, et mon père les piquait avec des abeilles sur la partie douloureuse. Maryse développe son propre traitement. Elle prend du pollen, de la propolis, de la gelée royale et du miel. Mais elle recourt également à sa propre forme d'acupuncture, une douzaine de piqûres d'abeilles plusieurs fois par semaine. Ça y est. Voilà, là elle pique, vous le voyez. Le dard, malheureusement, lui arrache les entrailles. Et là, obligatoirement, elle va mourir. Et voilà ce qui devenait insupportable pour moi, c'est ça. Je ne pouvais plus supporter d'être obligée d'achever 35 à 40 abeilles parfois, 3 fois par semaine. La grille, la particularité d'être... Maryse découvre que les abeilles ne perdent pas leur dard lorsqu'elles piquent à travers une petite grille. Elle peut ainsi poursuivre son traitement, la conscience tranquille. Les premiers résultats se sont fait ressentir au bout de 3 mois. Et j'étais tellement étonnée de ces résultats, puisqu'on m'avait dit qu'il n'y avait rien qui pouvait calmer, à part les traitements très lourds que j'avais refusés dès le départ. Pour moi, j'avais peur de me tromper. Donc, de temps à autre, j'arrêtais les piqûres. Je testais pour voir. Et puis, automatiquement, les symptômes revenaient. Dès que j'arrêtais les piqûres, les symptômes revenaient. Et évidemment, je reprenais les piqûres et tout s'arrêtait. Donc, pour moi, ça ne fait aucun doute. Cette amélioration ne peut être due qu'à l'apithérapie, en particulier au venin d'abeille. Après plusieurs mois de traitement, Maryse va nettement mieux. Elle repasse une IRM. Là aussi, les améliorations sont bien visibles. Le cas de Maryse intéresse les chercheurs. Vincent Van Pech est neurologue spécialisé dans la sclérose en plaques. On ne peut pas véritablement parler de guérison, mais bien de rémission prolongée. Mais il est tout à fait possible que la maladie de Maryse se manifeste à nouveau dans le futur. L'étude la plus récente par rapport à ce sujet comportait sur une petite population uniquement de 26 patients et elle n'a pu démontrer de bénéfice de l'apithérapie sur l'évolution de la sclérose en plaques. Mais si le venin d'abeille a bel et bien un effet sur la sclérose en plaques, comment l'expliquer? L'injection de venin d'abeille provoque tout d'abord une réaction inflammatoire de type allergique. La répétition des injections pourrait ainsi permettre, mais c'est une hypothèse à ce stade-ci, de reprogrammer le système immunitaire et éventuellement de dévier la réponse immunitaire pour l'empêcher de provoquer une attaque du système nerveux central. Maintenant que Maryse ne souffre plus, elle peut réapprendre à marcher. Elle est persuadée que dans son cas, ce traitement a entraîné une guérison de la sclérose en plaques.
Personnellement, je me contenterais volontiers du miel en guise d'apithérapie, surtout quand il est aussi frais qu'ici. Mais dans le reportage, nous venons de voir une femme qui s'inflige volontairement des piqûres d'abeilles pour se soigner. Qu'est-ce qui peut être thérapeutique dans leur venin ? On utilise généralement le venin d'abeille pour les maladies rhumatismales ou pour les inflammations des articulations, par exemple en cas de problème de bourse séreuse. Le venin est riche en enzymes et en acides, sans parler de la mélitine et de l'apamine. Ce sont des substances qui dilatent les vaisseaux et soulagent les gonflements des foyers inflammatoires. En outre, le venin est également légèrement anesthésiant. En cas de problème articulaire, il apaise la douleur. Et pour ceux qui n'ont pas très envie de se faire piquer par des abeilles, il existe aussi des médicaments à base de venin. Mais sont-ils pour autant efficaces? Cela reste pour l'instant à prouver. En tout cas, toute une industrie repose sur ce principe. Dans certains pays d'Europe de l'Est, on a recours à l'apithérapie depuis longtemps, en Roumanie par exemple. Dans ce pays, il s'agit d'une thérapie reconnue par les médecins. Ici, le venin d'abeille sert de principe actif dans une pommade. En ce moment, nous préparons la crème à base de venin d'abeille. Et ce qu'on fait ici est de mélanger, d'homogénéiser les composants de la crème, parmi laquelle le venin d'abeille est le principe actif. Pour commencer, il faut prélever le venin. Une abeille ne libère son venin que lorsqu'elle pique. Pour cela, elle doit se sentir menacée. Ici, on procède de façon pragmatique, grâce à de minuscules décharges électriques. Boris est apiculteur à Bucarest. Il explique comment ce mécanisme fonctionne. Là, je suis en train de tester le générateur électrique pour stimuler les piqûres et extraire le venin. Cet appareil produit des impulsions dont le rythme est régulé par ce potentiomètre. Je vais tout de suite le tester. Aïe! Ça fait mal. Et aux abeilles aussi. Voici la partie qui collecte le venin d'abeille. C'est une grille électrifiée. Quand l'impulsion arrive, l'abeille est électrocutée. Elle introduit son dard entre le verre et le plastique et injecte le venin. Après, l'abeille peut retirer son dard sans risquer de mourir. La grille électrifiée est ensuite insérée dans la ruche. Quelques instants plus tard, l'apiculteur sort la grille. Regardez, elle pique. Une fois injecté, le venin apparaît sous forme de taches entre le verre et la membrane. Puis la partie liquide s'évapore, il ne reste alors plus que des cristaux de venin. Ici, il y a plus ou moins 1 gramme et environ 10 000 piqûres ont été nécessaires. Une fois le venin collecté, il est analysé en laboratoire. S'il est de qualité suffisante, il peut être utilisé dans des crèmes. Celui-là, il est bien propre, très blanc en couleur. Donc ça va, on va donner de bons résultats de point de vue analyse physico-chimique. Ces crèmes sont très coûteuses. Pour éviter une telle dépense, le meilleur moyen reste de se laisser piquer. Alors tu te lances dans l'apithérapie? Non, ça ira. Cette petite abeille vient tout juste d'éclore. Elle ne peut pas encore piquer ni voler. Tu la veux? Non, j'ai déjà les mains pleines de la thérapie la plus délicieuse qui existe.
Et oui, on leur en doit des choses à ces petites abeilles, alors soyez sympas avec elles. Quant à nous, on file bourdonner ailleurs. À la prochaine, salut! Au revoir et restez curieux.